Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en deuxième cours de médecine pour all. Ce sera un cours de sémiologie cardiovasculaire, Inch'Allah. Alors, comme on le sait tous, la sémiologie médicale, c'est une des bases de la médecine. Et sans sémiologie, on ne sera jamais capable de faire des diagnostics corrects et on sera toujours à côté de la plaque. Donc, vraiment, comprendre la sémiologie, c'est le premier pas envers une bonne pratique médicale et un bon raisonnement clinique. Parmi les différentes sémiologies, la sémiologie cardiovasculaire a une très grande valeur et une très grande importance parce que tout simplement, la pathologie cardiovasculaire, c'est la pathologie qui est responsable du plus grand nombre de décès au monde. Et c'est avec la sémiologie respiratoire, la sémiologie des cas les plus fréquents au niveau des urgences et qu'on reçoit chaque jour. Donc vraiment, il faut maîtriser cette sémiologie pour ne pas passer à côté des urgences et ne pas perdre des malades gratuitement. Donc, on va commencer tout d'abord par le commencement. Ce sera l'interrogatoire et les signes fonctionnels en cardiologie. Déjà, quand un patient arrive aux urgences, la première des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit parler avec ce malade-là, l'interroger et avoir une petite idée sur ce qui se passe. Donc, l'interrogatoire est fait de 4 parties qu'on va détailler. La première, c'est l'identité. Nous sommes en train de parler à un patient qui a une identité, qui a un nom, qui a un âge, et non pas une maladie. Deuxième partie, c'est le motif d'hospitalisation ou bien le motif d'admission. Ce motif-là, c'est le symptôme qui a poussé ce malade-là à se présenter aux urgences. Après, c'est les antécédents qui sont d'une très grande importance parce qu'ils peuvent t'orienter vers une pathologie ou une autre et ils peuvent te guider dans ton raisonnement clinique. Et puis, la dernière partie, c'est l'histoire de la maladie qui décrit le symptôme pour lequel notre patient est venu, son évolution dans le temps et avec plus de détails. Donc, tout d'abord, l'identité. Il faut toujours mettre en tête que vous êtes en train de parler avec un être humain qui a un nom, qui a un prénom. Certains médecins ont la mauvaise habitude de parler des patients par des diagnostics. Par exemple, la péricardite est allée faire la radio de Cobon, je ne sais pas, l'IDM est thrombolisé. Non, c'est des patients avec des noms et des prénoms. Donc la première des choses, c'est de demander le nom et le prénom de votre patient. Et ça permettra également d'éviter les grandes erreurs, de donner un traitement à un patient erroné, au lieu de faire des bilans, des bilans radiologiques ou la biologique à un patient erroné. Après, bien sûr, c'est l'âge. Quand je suis devant un patient de 20 ans, c'est pas comme quand je suis devant un patient de 60 ans ou bien 70 ans. La sémiologie change, les diagnostics changent et les orientations changent. L'origine géographique, c'est parce que épidémiologiquement parlant, il y a des pathologies qui sont plus fréquentes dans des régions par rapport à d'autres. La profession, pourquoi la profession? Parce que tout simplement, il y a des professions qui sont à risque. Donc, il faut avoir une idée sur la profession de mon patient. La situation sociale d'Yellow, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il est seul? Et ça va refléter également plusieurs choses parce qu'il y a des pathologies qui sont liées à des niveaux socio-économiques bas, d'autres hauts. Si j'ai un patient, par exemple, qui vit seul, qui n'a pas de membres de famille qui vont prendre soin de lui, je vais prendre cela en considération dans la prise en charge parce que je sais que si je laisse ce patient partir, il va pas prendre son traitement et il va pas avoir une bonne observance. Après, c'est la couverture sociale, est-ce qu'il est Ramidis, est-ce qu'il est knopiste, est-ce qu'il a une mutuelle, une couverture départ. Tout ça, c'est surtout pour le plan pratique, parce que si on a un patient qui est Ramidis, c'est un patient qui ne paye pas, et donc tu peux avoir la main un peu plus libre pour demander des bilans. Par contre, un patient qui est payant, qui va tout payer de sa propre poche, faut garder ça en tête que tu peux être financièrement lourd pour le patient. Après, je vais parler des antécédents. Les antécédents, c'est très important. On va les classer en deux. J'ai les antécédents personnels
qui sont en rapport avec le patient, et les antécédents familiaux, qui sont en rapport avec la famille du patient, à savoir ses parents ou sa descendance. Dans les antécédents personnels, il y a 5 catégories, 4 ou 5. Donc, les antécédents médicaux. Et c'est l'ensemble d'affections que le patient a présentées au cours de sa vie. Est-ce qu'il a été déjà hospitalisé? Est-ce qu'il a été suivi pour une tuberculose? N'importe quel antécédent médical. Également, les traitements médicaux que ce patient prend. Quels sont ces médicaments? Pourquoi il les prend? Est-ce qu'il les prend toujours? Les antécédents chirurgicaux. Est-ce que votre patient a été opéré? Ça oriente également vers tel ou tel diagnostic, surtout que si cet acte opératoire était récent. Les antécédents toxiques sont très importants, tabagisme, éthylisme et la notion de prise d'herbes toxiques, hépatotoxiques surtout. Ça aussi c'est important. Chez les femmes, c'est les antécédents gynéco-obstétricaux, la date des dernières règles, la gestation, la parité, est-ce que c'est une femme qui a déjà accouché, est-ce qu'elle n'a pas d'enfant, est-ce que. Ça peut vous paraître un peu loin de la pathologie cardiovasculaire et qu'est-ce que ça va changer de savoir si la patiente a des règles régulières ou pas. Alors, je peux vous donner un exemple. Je peux avoir une patiente qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique et finalement, j'ai retrouvé mon diagnostic, c'était un infarctus du myocarde. Nous, on sait tous que l'infarctus du myocarde, c'est surtout chez un patient qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et une femme qui est jeune de 25 ans, par exemple, n'a aucune raison pour faire un infarctus. Par contre, elle se présente avec cet infarctus-là. Dans mon interrogatoire, je peux demander une notion qui peut m'orienter. C'est la notion des fausses couches spontanées. Si ma patiente a fait plusieurs fausses couches spontanées, ça peut m'orienter vers un diagnostic qui peut arriver à la femme jeune et qui peut expliquer ce terrain de thrombophilie qui est là et cette tendance à thromboser ses artères. Ça sera dans des antiphospholipides, mais bon, pour ne pas vous encombrer beaucoup de détails, les antécédents, même gynéco-obstétricaux, gardent leur valeur aux pathologies cardiovasculaires. Les antécédents allergiques, ça c'est important aussi, c'est surtout pour les médicaments, une allergie à la pénicilline, une allergie, je sais pas, à n'importe quel médicament que tu vas donner. C'est parce que tu dois savoir cette allergie-là, parce que sinon, si tu ignores et tu traites ton patient par ce médicament-là, tu es en train de nuire à ton patient au lieu de lui faire service. Les antécédents familiaux, c'est deux médico-chirurgicaux, même chose. Pour les médicaux, c'est surtout, par exemple, le diabète, ou là, un décès par une mort subite d'un parent à un âge jeune, ou là, un IDM chez un parent à un âge jeune également. Ça oriente que cette famille-là soit un terrain diabétique, par exemple, ou là, un terrain vasculaire particulier, et donc ça te fait orienter plus. La notion très importante au cours des antécédents, la pathologie cardiovasculaire, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est une très importante notion. Les facteurs de risque cardiovasculaire sont classés. Il y a les facteurs de risque qui sont modifiables et d'autres qui sont non modifiables. Ça veut dire quoi? Les facteurs de risque non modifiables, déjà l'âge. On ne peut pas modifier notre âge. Si c'est un patient âgé, c'est un patient âgé. Et le risque cardiovasculaire augmente avec l'âge. Les patients sexe masculin ont un risque plus élevé que les patients de sexe féminin. Pourquoi? Parce que la femme a des œstroprogestatives dans son sang qui ont un rôle cardioprotecteur important. Ceci dit, après la ménopause, ce risque s'égalise. Donc, on dit que le sexe masculin est un facteur de risque cardiovasculaire, mais même la femme ménopausée aura le même risque qu'un patient de sexe masculin. Parce qu'elle n'a plus ces œstroprogestatives avec leur rôle cardioprotecteur. Après, il y a
l'hérédité, c'est pas modifiable. Donc si on a une famille avec un terrain vasculaire délétère ou une pathologie quelconque qui augmente le risque, on ne peut pas le modifier. Puis on a les facteurs de risque modifiables. Et à la tête de ces facteurs de risque vient l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est l'augmentation de la pression qui règne dans les vaisseaux. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Après, on a la dyslipidémie, ça veut dire les dyslipidémies et particulièrement les hyperlipidémies, les hypercholestérolémies et triglycéridémies. Ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Le diabète aussi, c'est un facteur de risque cardiovasculaire très important. Donc, il faut toujours rechercher les facteurs de chez un patient. Et bien sûr, les habitudes de vie, donc le tabac, j'insiste sur le tabac, et la sédentarité, l'obésité, ça augmente le risque cardiovasculaire. Pourquoi? Si on prend un peu l'athérosclérose, qui est le principal facteur des IDM et des syndromes coronariens aigus. Donc, les plaques, l'athérosclérose, c'est tout simplement une formation de plaques d'athérome dans la surface des vaisseaux, la surface interne des vaisseaux. Comment est formée cette plaque d'athérome? Elle passe par plusieurs étapes, et sans trop détailler la chose, elle est formée par quoi? Elle est formée tout d'abord par un noyau qui est graisseux, qui est fait de lipides. L'eau, l'hyperlipidémie, augmente le risque de développer cette athérosclérose. Deuxièmement, après la formation de ce noyau graisseux, il y aura une phagocytose de ce noyau par des macrophages, une sécrétion de cytokines et de médiateurs cellulaires qui font recruter des globules rouges, des fibroblastes, des cellules, et ils vont former une plaque. Les lipides, donc le cholestérol, surtout le LDL. Donc on sait que le cholestérol c'est deux formes, c'est LDL et HDL. HDL c'est le bon cholestérol et LDL c'est le mauvais cholestérol. Le diabète également, il participe à la formation de ces plaques d'athérome par le mécanisme de dénaturation des protéines, plus précisément leur glycation. C'est pour ça on détermine le bon équilibre ou le mauvais équilibre d'un diabétique par le taux d'hémoglobine glyquée dans le sang, HbA1c. Après vient le tabac et vient l'HTA. Le tabac et l'HTA sont deux facteurs qui sont responsables d'instabilité de cette plaque. Alors, tous ces facteurs sont responsables de la formation d'une plaque d'athérome qui est initialement une plaque stable. Une plaque stable, elle ne fait que rétrécir la lumière artérielle, mais elle n'est pas responsable de formation de thrombus. Pas encore. Qu'est-ce qui arrive? Cette plaque peut être déstabilisée. Quels sont les facteurs qui vont la déstabiliser? Déjà le tabac et l'HTA, ils déstabilisent cette plaque. Qu'est-ce qu'on entend par déstabiliser? Ils vont rompre la plaque. Cette plaque qui était stable avec des cellules, avec un noyau graisseux à l'intérieur, sera rompue. Cette rupture va mettre à nu le sous-endothélium vasculaire, qui est la couche qui est juste en dessous de l'endothélium vasculaire. Cette couche qui est très riche en facteurs de coagulation, et qui dit facteur de coagulation, dit formation de thrombus. La formation de thrombus sera responsable d'une occlusion complète de l'artère, d'où le grand risque, et c'est l'IDM, alors l'infarctus du myocarde. Donc, en gros, c'est ça. Je peux ajouter que l'HTA n'est pas uniquement responsable de la déstabilisation des plaques, mais également au long cours, elle est responsable d'une modification de la structure des vaisseaux. Donc, on aura des modifications architecturales des vaisseaux et on aura des vaisseaux qui sont de mauvaise qualité. Ce qui aggrave et délétère
ce qui est délétère et il aggrave davantage le problème de l'athérosclérose. Alors, on va parler du motif d'hospitalisation ou là du motif d'admission. Le motif d'hospitalisation ou d'admission, c'est le symptôme pour lequel le patient va se présenter aux urgences, comme on a dit. En cardiologie, il y a 4 grands symptômes pour lesquels votre patient va venir vous voir. Mais le premier et le maître symptôme, c'est la douleur thoracique. Avec la dyspnée, ce sont les deux symptômes les plus fréquents. Et dans les urgences, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Et surtout la douleur thoracique. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser la sémiologie de la douleur thoracique et savoir raisonner devant celle-ci. Tout d'abord, les douleurs thoraciques sont fréquemment dues à une origine cardiovasculaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Sauf que les grandes urgences sont cardiovasculaires. Alors, les 4 principales étiologies, où là, moi, j'aime ajouter la 5e principale étiologie, c'est la péricardite aiguë, l'insuffisance coronarienne, l'embolie pulmonaire et la dissection aortique, qu'on peut les réunir dans l'acronyme de PIED. P-I-E-D. Le 5e, c'est le pneumothorax compressif, et donc, pour ne pas oublier, ce sera P-PIED, ou là, 2 pieds. Donc, on aura 2 P pour péricardite et pneumothorax, l'insuffisance coronarienne, l'embolie et la dissection aortique. Dans ces 4 ou 5 diagnostics, le plus important et le plus fréquent et le plus mortel, c'est l'insuffisance coronarienne, c'est l'IDM. Et c'est le plus fréquent d'ailleurs. Puis les restes qui sont également des urgences et qu'il faut prendre en charge rapidement également. Mais vraiment, si j'ai un message à vous passer, c'est de comprendre l'IDM et de le garder en tête. L'embolie pulmonaire, la dissection, la péricardite, ça va venir après en pathologie et vous allez les assimiler également. Donc, la douleur thoracique, comme toute douleur, la sémiologie doit tout simplement être caractérisée. Les caractéristiques de la douleur, on les sait, elles sont regroupées en l'acronyme CITIFES, siège, intensité, type, irradiation, facteur, donc aggravant, calmant et déclenchant, E c'est évolution, et S c'est les signes accompagnateurs. Si vous prenez l'habitude de caractériser vos douleurs de cette manière-là, systématiquement et de façon organisée, vous allez être beaucoup plus orienté qu'une personne qui ne cherche pas à compléter ces caractéristiques sémiologiques de la douleur. Donc, on va parler de longor. Longor, c'est la douleur qui est due à une insuffisance coronarienne. Tout d'abord, on doit expliquer c'est quoi une insuffisance coronarienne qui est responsable de cette douleur. L'insuffisance coronarienne, c'est tout simplement un déséquilibre entre les besoins du corps en oxygène et les apports du cœur en oxygène et les apports en oxygène qu'il reçoit. Donc, mon cœur a besoin d'un taux d'oxygène X pour bien fonctionner. Par contre, il ne reçoit que un taux d'oxygène qui est moindre que ce qu'il en a besoin. Ça cause une souffrance, ça cause une ischémie. C'est ça l'ischémie. Donc, un cœur qui souffre d'un manque d'oxygène sera responsable d'une douleur. Donc, c'est ça l'idée longor. Donc, si on veut raisonner, comment est-ce qu'on peut avoir cette insuffisance? Tout simplement, la source. Donc, on a des besoins et des apports. Les besoins du cœur dépendent de sa fréquence, sa contractilité, et les apports du cœur dépendent du débit sanguin qui traverse les artères coronaires, qui vascularisent le cœur. Donc, l'insuffisance coronarienne, c'est la diminution
ces apports-là, de ce débit, qui peut être dû soit à une réduction de la lumière artérielle, ce qui est le cas des plaques d'athérome, et ce qui est le cas le plus fréquent, logiquement, parce que si tu as une artère qui fait passer, je sais pas moi, 300-400 millilitres par seconde ou là par minute, et puis tu rétrécis cette artère, il ne va laisser passer que 100 millilitres à 200 millilitres par rapport à 400. Et mon cœur a besoin de 400. Ce qui crée ce déséquilibre-là. Deuxième cas de figure, c'est le sang que j'ai n'est pas riche en oxygène, ou bien j'ai peu de sang. C'est tout simplement ça. C'est le cas de longueur fonctionnelle, lors d'une anémie, ou bien une hypoxie. Donc tout simplement, longueur fonctionnelle, c'est quand l'anomalie ne réside pas dans l'artère, mais dans le reste du système. C'est soit le cœur qui augmente ses besoins, soit le sang qui arrive n'a pas suffisamment d'oxygène pour mon muscle. Donc, revenons à longueur. Donc, on a parlé des caractéristiques de la douleur, leurs circonstances de survenue, et puis l'évolution dans le temps. Et on aura plusieurs types d'angor en fonction de ces caractéristiques-là. Donc, en fonction des caractéristiques de la douleur, j'ai deux types d'angor. L'angor typique et l'angor atypique. L'angor typique, c'est vraiment la douleur intense à type de constriction ou de brûlure, et les rétrosternales, de la situation anatomique du cœur, il irradie vers l'épaule gauche, le bras gauche, la mâchoire inférieure, et il est d'une durée brève, moins de 15 minutes. Elle cède au repos ou bien à la prise des dérivés nitrés avec la trinitrine. Pourquoi? Tout simplement parce que la trinitrine est un vasodilatateur, et donc il fait qu'il vasodilate les artères coronaires, et donc on aura plus de sang qui arrive au cœur et qui calme cette douleur. C'est pour cela elle va céder aux dérivés nitrés. Une deuxième cas de figure, c'est l'angor atypique. C'est tout simplement la douleur que je viens de décrire, mais avec des caractéristiques en moins. Soit l'irradiation qui est atypique, soit elle n'est pas aussi douloureuse, soit c'est avec des signes digestifs, voilà, des signes respiratoires qui sont prédominants. Donc, ça vous oriente moins vers le diagnostic. Donc, c'est devant des angors atypiques qu'il faut faire attention de ne pas passer à côté d'une insuffisance coronarienne ou d'un IDN. Pour les circonstances de survenue, donc quand est-ce que ce patient va sentir sa douleur? Enfin, on peut avoir l'angor d'effort. L'angor d'effort, c'est la douleur qui apparaît après un effort X. Et cet effort-là, il s'appelle le seuil ischémique. Revenons à la physiopathologie que je viens de décrire. On a dit que KMI, il est dû à un déséquilibre entre les besoins et les apports. Bien évidemment, votre cœur fonctionne beaucoup plus en effort qu'en repos. Et donc, si j'ai une insuffisance coronarienne qui était bien compensée au repos, parce que mon cœur ne consomme pas beaucoup d'oxygène, il est tranquille, donc vous n'aurez pas de douleur. Après, ce cœur sera amené à faire plus d'efforts, à battre plus et à pomper plus de sang, et donc à consommer plus d'oxygène. C'est là que son équilibre ne sera plus là. Il va décompenser et il va déclencher la douleur, parce que maintenant, mon cœur ne reçoit plus l'oxygène dont il a besoin. Donc cet effort peut être la marche, la montée des escaliers par exemple. Et par définition, la cessation ou l'arrêt de cet effort va arrêter la douleur. L'angor spontané, c'est un angor qui survient au repos. Ça peut avoir deux significations. Ça peut être en rapport avec un spasme des artères coronaires, c'est surtout chez le sujet jeune, avec des artères saines, non athéromateuses. Ce spasme
va être responsable d'une diminution brutale des apports et donc de la douleur au repos, mais il est résolutif rapidement. On appelle l'angor de Prince-Métal. Sinon, l'angor de repos, un langor spontané, il peut être un signe d'alarme parce que il peut être en rapport avec une sténose, une diminution dans le calibre artériel qui est très importante, et donc même au repos, mon cœur n'arrive plus à compenser et il décompense même au repos. Donc c'est un signe d'alarme d'un patient qui doit être admis aux urgences pour faire un ECG. L'angor de primo-décubitus, c'est tout simplement la position couchée, le retour veineux cardiaque augmente, l'effort cardiaque augmente et on peut avoir un angor. Et puis l'angor fonctionnel, c'est l'angor duquel j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un angor qui a un rapport non pas avec une réduction du calibre artériel, mais plutôt avec une anémie, une tachycardie, une réduction des réserves coronaires. Ça veut dire quoi? Par exemple, en cas d'une sténose aortique. C'est quoi la sténose aortique? C'est une valve aortique qui ne s'ouvre plus. Et on sait que les artères coronaires prennent naissance de l'aorte ascendante, juste au-dessus de la valve aortique, une coronaire à droite et une coronaire à gauche. Donc si j'ai une sténose de la valve aortique et donc le volume d'éjection systolique est diminué, et le volume du sang qui passe du ventricule gauche à l'aorte est diminué, ça veut dire que le volume qui passe de l'aorte aux artères coronaires est diminué également. Et donc mes artères coronaires reçoivent moins de sang, et donc moins d'apport en oxygène, et donc responsable de l'angor. Dans ce cas-là, c'est pas l'artère qui est pathologique, c'est pas l'artère coronaire qui est athéromateuse, mais c'est juste le débit sanguin est diminué à cause de sa sténose aortique. Alors, cet angor-là, pour apprécier sa sévérité, il faut tenir compte du seuil ischémique. Donc, si j'ai un patient qui commence à avoir une douleur après avoir marché sur une distance de 100 mètres, c'est pas comme un patient qui fait la douleur après 30 mètres de marche. Donc, le seuil ischémique, c'est un paramètre qui est très important pour évaluer la gravité. Également, le nombre de crises journalières ou hebdomadaires que fait le patient. Si on a un patient qui fait plusieurs crises, c'est que vraiment son cœur est en train de souffrir et qu'on doit le soulager. Les durées des crises, si la crise n'est pas résolue rapidement, c'est que c'est pas bien. Et la trinitrosensibilité, ça veut dire est-ce que cette douleur cède à la trinitrine, est-ce qu'elle s'améliore à la trinitrine ou pas. Après reste l'évolution dans le temps. Enfin, on a l'angor stable. L'angor stable, c'est un angor qui garde la même intensité, qui garde les mêmes caractéristiques. L'angor instable, par contre, c'est un angor qui change de caractéristique, à savoir, il s'aggrave. Soit l'apparition d'une première crise, et on l'appelle l'angor de nouveau, ou bien la diminution de son seuil ischémique. Donc, par exemple, la semaine dernière, il ne développait la douleur qu'après faire 500 mètres de marche. Maintenant, après 100 mètres, il développe la douleur. C'est un angor qui est aggravé. Ou bien, qu'il commence à faire des angors spontanés. Ça, c'est un angor instable. Après, on a l'angor après IDM, on a après infarctus, on a après revascularisation. Ça, il faut faire très attention parce que c'est un patient qui a déjà fait un IDM. Donc, on sait et on a une idée sur la qualité de ces vaisseaux. On sait que ces vaisseaux sont délétères et il refait un IDM. Ça veut dire qu'il est en train d'ischémier un autre territoire que je dois sauver. Ou bien, si j'ai traité mon IDM et j'ai revascularisé mon patient, ça veut dire j'ai libéré la lumière artérielle et il refait la douleur. C'est que mon revascularisation n'était pas efficace et qu'il faut vraiment traiter ce patient rapidement et faire une prise en charge qui est agressive. L'IDM, et voilà l'infarctus du myocarde. Quand est-ce qu'on suspecte
que ce patient il est en train de faire un infarctus. C'est quoi la différence entre une insuffisance coronarienne simple et une insuffisance coronarienne qui a donné un infarctus de myocarde? C'est tout simplement l'insuffisance coronarienne simple, elle est due à une plaque d'athérome qui est stable. Ça veut dire c'est la plaque qui fait que la lumière artérielle est diminuée. Mais il y a toujours du sang qui passe. Le flux est là, mais diminué. Il n'est pas arrêté. L'IDM, par contre, c'est une rupture de cette plaque d'athérome, et donc c'est une formation d'un thrombus. C'est quoi un thrombus? C'est un caillou de sang. Ce caillou de sang va venir obstruer totalement la lumière artérielle, et donc plus aucune goutte de sang qui passe. C'est une occlusion totale de l'artère, et c'est une course contre le temps. Donc l'IDM, c'est vraiment l'urgence que je veux que vous gardiez en tête d'ici jusqu'à ce que vous faites la pathologie cardiaque. Donc, quand est-ce que je dis que ce patient est en train de faire un IDM et non pas uniquement un angor d'insuffisance coronarienne simple? Déjà l'intensité. C'est un patient qui se présente avec une sensation de mort imminente. Il est assis, anxieux, angoissé, avec ses mains qui sont en train de comprimer son thorax, et il te dit que je vais mourir, tout simplement. C'est vraiment très très intense. La diffusion de cette douleur est large, il irradie vers l'épaule, vers la mâchoire inférieure, la même intensité. Mais les deux critères vraiment qui font trancher, c'est la durée. Le fait que cette douleur persiste plus de 15 minutes, alors là, vraiment, c'est un signe d'alarme. Et la deuxième chose, c'est la résistance à la trinithrine. Pourquoi la résistance à la trinithrine? On a dit que la trinithrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vasodilate l'artère et donc elle laisse plus de sang passer. Sauf que dans l'IDM, j'ai une obstruction totale de l'artère à cause d'un caillou, à cause d'un thrombus. Et donc je peux vasodilater tant que je veux, je ne serai pas efficace. Et donc la douleur persistera toujours. Alors on va revenir rapidement pour les autres causes cardiovasculaires donc, et les caractéristiques de leur douleur. Alors pour la péricardite aiguë, la péricardite c'est une inflammation du péricarde qui entoure le cœur. Elle peut être sèche ou bien on peut avoir un épanchement liquidien au niveau du péricarde. Qu'est-ce qu'il fait cet épanchement? Tout simplement il gêne l'activité cardiaque. C'est une douleur. Comment vous allez vous orienter devant cette douleur? C'est une douleur qui augmente à l'inspiration. Quand votre patient inspire, ça s'aggrave. Et c'est une douleur qui est positionnelle. Ça veut dire que si le patient change de position, on aura la douleur. Et c'est une douleur qui est calmée par la position antéfléchie. Si le patient se met en position antéfléchie, il sentira moins sa douleur. Donc si vous avez ces caractéristiques, bien sûr, en plus d'une douleur thoracique et prosternale, vous pouvez évoquer la péricardite aiguë. L'embolie pulmonaire, c'est quoi l'embolie pulmonaire? C'est l'obstruction de l'artère pulmonaire ou bien d'une de ses branches. Ça veut dire un arrêt du flux sanguin qui part du ventricule droit vers les poumons. C'est également une douleur qui augmente à l'inspiration et c'est surtout une douleur qui sera accompagnée de signes respiratoires importants, à savoir une toux, une tachypnée, une désaturation. On aura une saturation en oxygène qui est diminuée. Elle sera un patient qui sera tachycarde. Et on peut avoir un patient qui présente une hémoptysie. C'est quoi l'hémoptysie? C'est un patient qui tousse du sang. Donc avec ces signes-là, vous pouvez penser à l'embolie pulmonaire. La dissection aortique, c'est une déchirure dans la paroi aortique, la divisant en deux chenals, un vrai et un faux. Un vrai, c'est le vrai circuit du sang, c'est le vrai sens du sang, et le deuxième, c'est comme une formation d'un hématome en intrapariétal. C'est un peu compliqué, ne vous encombrez pas avec ça,
L'important de la dissection aortique, c'est que c'est une douleur très brutale, elle est très intense et qu'il irradie vers le dos. C'est ça vraiment la caractéristique principale. Elle est irradiante vers le dos. On peut avoir une douleur également avec les arythmies, mais c'est pas très fréquent, c'est pas très caractéristique. Après, on a les causes non cardiovasculaires, on a des causes nerveuses, psychogènes, c'est un sujet qui est angoissé et c'est un diagnostic différentiel, donc c'est pas, on ne peut pas recevoir un patient aux urgences qui présente des douleurs thoraciques et je vais dire ah c'est nerveux. Je peux pas faire ça, je dois éliminer toutes les urgences desquelles on vient de parler et puis on peut dire que oui c'est nerveux. Les douleurs cervico-brachiales, ce sont une des douleurs qui sont en rapport avec une pathologie vertébrale et qui ont surtout un caractère tronculaire ou la radiculaire. C'est une douleur qui suit le trajet du nerf. C'est vraiment pas la présentation de l'angor ni des douleurs le pied. Le pied c'est péricardite et non pas le pied. Puis on a les douleurs pariétales. C'est surtout par exemple c'est des douleurs qui sont latérothoraciques et non pas rétrosternales. Elles sont majorées par la palpation. À l'examen, vous pouvez trouver des lésions qui sont caractéristiques, par exemple des vésicules ou la débule cutanée qui orientent vers un zone A. Donc c'est vraiment, vous aurez des signes qui vont vous orienter vers le caractère pariétal de ces douleurs. Les douleurs d'origine digestive et hépatique, les douleurs d'origine biliaire, gastrique, pancréatique, elles peuvent irradier vers le thorax, surtout la douleur de la pancréatite qui est une douleur très très intense. Alors là, je veux vous donner un réflexe à garder à tout jamais, c'est que devant toute douleur épigastrique intense ou pas pour les sujets diabétiques, il faut toujours penser à faire un ECG pour éliminer un infarctus de myocarde avec une douleur atypique. Ça, c'est vraiment le très grand réflexe. Parce qu'on reçoit des patients aux urgences avec une douleur épigastrique et on s'affole avec la pancréatite, avec l'hypasémie qui revient normale, avec pas de signes d'ulcère, pas de signes hépatiques, rien du tout. Et on peut l'étiqueter comme nerveuse alors que nous sommes en train de passer à côté d'un IDM qui s'est exprimé par une douleur épigastrique. Surtout les IDM inférieurs. Donc les IDM de la partie inférieure du corps. Donc vraiment, si vous avez un patient qui a une douleur épigastrique, il ne faut pas en mettre l'IDM de votre tête juste parce que c'est pas thoracique. Après, c'est la dyspnée. Alors la dyspnée, c'est une gêne respiratoire. Qu'est-ce qu'on entend par une gêne respiratoire? Tout simplement, moi quand je respire et vous quand vous respirez, vous le faites d'une façon inconsciente. Vous n'êtes pas en train de sentir que vous êtes en train de respirer. Et donc la prise de conscience de cette respiration, c'est ça ce qui définit la dyspnée. Si vous pouvez sentir que vous êtes en train de respirer, c'est que vous êtes dyspnéique. Parce que sinon, quand vous respirez normalement, vous n'êtes pas en train de penser au fait que vous êtes en train de respirer. C'est un geste réflexe. Donc la dyspnée, elle peut avoir une origine cardiovasculaire, comme elle peut avoir une origine respiratoire pulmonaire. Alors l'origine cardiovasculaire est liée à l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le poumon, c'est un organe, c'est un parenchyme qui est composé de un arbre branchique qui aboutit à des alvéoles, qui est baigné dans un tissu interstitiel, qui est parcouru par des vaisseaux. Et donc, on a les vaisseaux, les capillaires pulmonaires, les alvéoles pulmonaires et le tissu interstitiel. Les trois sont présents d'une façon harmonieuse et complémentaire et chacun fait sa fonction. Bien sûr, tout répond à des règles de pression et de volume. Donc, si j'ai une augmentation de la pression capillaire pulmonaire, j'aurai une diminution de la compliance pulmonaire. C'est quoi la compliance pulmonaire? C'est
la capacité de mon poumon de se dilater et de recevoir plus d'air. Parce que tout simplement, la respiration se fait comment? C'est une respiration sous pression négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au cours d'une inspiration, le thorax augmente de volume. Et si le thorax augmente de volume, ça veut dire que la pression diminue au niveau du poumon. Et quand la pression devient inférieure à la pression atmosphérique qui règne dans l'air, l'air va rentrer. Et c'est ça l'inspiration. Donc imaginez que j'ai une augmentation de la pression capillaire et donc une augmentation de la pression intrathoracique. Cette condition d'avoir une pression basse au niveau thoracique pour faire entrer de l'air n'est plus là. Donc l'air rentre difficilement, ce qui sera responsable de la dyspnée. Cette dyspnée est classifiée, c'est la classification de la NIHA. Donc, classe 1, c'est toi, c'est moi, c'est les sujets qui sont normaux. C'est des patients qui sont asymptomatiques, ils respirent normalement. La classe 2 de la NIHA, c'est des patients qui vont sentir cet essoufflement et cette gêne respiratoire après avoir fait un effort important. Mais par exemple, qu'ils ont monté plus de 2 étages. La classe 3, c'est des patients qui vont présenter cet essoufflement et cette gêne respiratoire pour des efforts minimes de la vie courante, soit une montée inférieure à 2 étages, ou c'est un patient qui, pour s'habiller, ou là pour manger, ou là pour aller, il marche un peu et s'essouffle. Ça, c'est classe 3. La classe 4, c'est un patient qui est dans son lit, tranquille, en repos, et qui a une gêne permanente. Donc, cette dyspnée peut s'aggraver progressivement, et donc passer un stade, une classe 1, 2, 3, 4, ou là, survenir brutalement, sous un accident paroxystique. Donc, selon l'expression de cette dyspnée, j'ai 4 situations. La première et la plus importante, c'est l'OAP, l'œdème aigu du poumon. C'est très important parce que c'est une grande urgence médicale. J'ai un patient qui avait une dyspnée, par exemple, classe 2, et qui l'aggrave à classe 3 puis classe 4. Et c'est un patient qui a également un autre signe qu'on l'appelle l'orthopnée. C'est quoi l'orthopnée? C'est un patient qui n'arrive pas à se mettre en décubitus dorsal. Donc, vous allez trouver un patient qui est toujours assis. Il n'arrive pas à se coucher, il n'arrive pas à se mettre en décubitus dorsal, et cette orthopnée-là sera quantifiée par le nombre de coussins qu'il met au-dessous de son dos. Donc, un patient qui met un coussin au-dessous de son dos, c'est pas comme un patient qui met 4. Alors 4, c'est vraiment orthopnéique. Tout ça nous oriente vers l'OAP. À l'examen, donc on va trouver des râles, mais je vais pas détailler l'examen parce qu'on va en parler après le cours prochain. Alors, ça c'est pour l'OAP. Donc on a d'abord l'OAP, je vais venir expliquer c'est quoi et par quel mécanisme. L'OAP c'est un œdème aigu du poumon. Qui dit œdème dit inondation de liquide. Donc c'est tout simplement les alvéoles qui doivent être libres et qui doivent être remplies d'air deviennent remplies de liquide. D'où provient ce liquide? C'est simple. On sait que l'eau et les mouvements d'eau de la partie vasculaire à la partie interstitielle et vice versa répond à 2 lois. La pression oncotique et la pression hydrostatique. C'est quoi la pression oncotique? C'est la pression qui est définie par des protéines. Donc par la teneur protéique de mon sang. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait retenir l'eau à l'intérieur du vaisseau. Yeah. La pression hydrostatique, c'est la pression qui est générée par la pompe cardiaque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de faire sortir l'eau des vaisseaux vers l'interstitium. Et donc, c'est l'inverse de l'oncotique. Donc, c'est 2 forces qui s'opposent. L'hydrostatique et l'oncotique.
Dans l'état normal, ces deux forces sont équilibrées. Elles sont équilibrées et sont en équilibre permanent. Comme ça, l'eau ne sort pas en excès et n'entre pas en excès. La situation de l'OAP, qu'est-ce qui se passe? C'est une augmentation de la pression hydrostatique par rapport à la pression oncotique. Ce qui fait l'eau sort des vaisseaux vers l'interstitium et vers les alvéoles. D'où vient cette pression hydrostatique qui augmente? C'est tout simplement, on sait que le sang sort du ventricule droit, il traverse l'artère pulmonaire et se divise en capillaires pulmonaires qui donnent les veines pulmonaires et ça finit vers le cœur gauche. Donc si j'ai un cœur gauche qui ne fonctionne pas bien et donc il ne reçoit pas bien ce sang-là, j'aurai une augmentation de la pression en amont et donc dans la circulation pulmonaire et donc dans les capillaires pulmonaires. C'est la pression hydrostatique. Du coup, l'eau va sortir le vaisseau, le poumon, et ce sera responsable d'un OAP. Sur le plan physiopathologique, c'est vraiment une grande urgence. On a d'autres signes. Donc, on peut avoir des expectorations roses saumonées. Donc, c'est des sécrétions que le patient va tousser et qui sont de coloration rose. C'est vraiment une urgence thérapeutique parce que si on n'intervient pas rapidement, si on ne traite pas rapidement, on aura un collapsus cardiovasculaire, un choc, et puis on va avoir un décès gratuitement. Parce que vraiment, il n'y a pas plus simple que l'OAP à traiter, et l'amélioration, elle est miraculeuse, elle est spectaculaire. Je traite, le patient s'améliore sur place. Le sub-OAP, c'est juste la phase pré-OAP. C'est le fait où la pression hydrostatique a commencé à augmenter, mais on n'a toujours pas de liquide. Il faut juste traiter l'affection causale, et non pas l'OAP. Le pseudo-asthme cardiaque, c'est quand on a un patient qui a une dyspnée expiratoire asthmatiforme. C'est comme un patient qui est asthmatique, sauf qu'il n'est pas connu asthmatique. C'est un sujet âgé qui n'est pas... parce que l'asthme, c'est une pathologie de sujet jeune et non pas de sujet âgé. Donc c'est une dyspnée expiratoire d'origine cardiaque. C'est le pseudo-asthme cardiaque. L'accident paroxystique, il peut être inaugural et on va avoir une dyspnée brutalement. Ça peut survenir en cas d'OAP également, comme on peut avoir une augmentation au cours d'une dyspnée ancienne, une aggravation de cette dyspnée, et ça témoigne de l'aggravation de la cardiopathie sous-jacente qui est responsable de cette dyspnée-là. Après, on a le troisième signe, c'est les palpitations. C'est quoi les palpitations? C'est une perception anormale des battements cardiaques. Pareil pour la respiration. Notre cœur bat 24/7, mais on ne sent pas en train de sortir notre cœur battre 24/7. Quand on commence à sentir ce cœur battre, ce sont les palpitations. Elles peuvent être révélatrices d'un trouble de rythme cardiaque. Donc, comme la dyspnée, comme la douleur thoracique, les palpitations, c'est un signe sémiologique qu'on peut caractériser. Leur mode de début. Comment ils ont commencé? Est-ce que c'était brutal? Est-ce que c'était progressif? La fréquence de leur survenue, est-ce qu'ils surviennent est-ce qu'ils surviennent fréquemment ou pas? La durée des crises. Est-ce qu'on va sentir ces palpitations pendant 2 minutes ou bien pendant 20 minutes? Et le caractère régulier ou pas de ces battements qu'on va sentir. Est-ce qu'on sent des battements qui sont réguliers? Tac, 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 qui sont réguliers. Ou bien des battements qui sont irréguliers. Tac, 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 tac. Donc c'est des battements qui ne sont pas rythmés. C'est des battements qui sont irréguliers. On va se poser devant 3 situations. Le battement du cœur sur un fond de rythme sinusal. Le rythme sinusal, c'est le rythme cardiaque normal. Ça, c'est surtout dû à l'hyperactivité du système nerveux sympathique et donc à une tachycardie, à un exercice, un stress, du café et sont plus ressentis la nuit. Et ça
ne reflètent pas une pathologie cardiaque du sang. Ils sont tout à fait normales. C'est les palpitations qu'on peut sentir facilement, par exemple lors d'un exercice physique. La deuxième situation, c'est les irrégularités occasionnelles. C'est quand le patient te dit que je sentais mon cœur sauter. Ou bien il palpite, ou bien il trémule, ou là, il manque un battement de cœur. Alors ça témoigne surtout d'extrasystole, soit auriculaire, soit ventriculaire, avec une pause. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon cœur bat en deux phases, une systole et une diastole. On est d'accord. Et la systole correspond à la contraction ventriculaire. Et ils sont rythmés. Systole suivi de diastole, suivi de systole, suivi de diastole, et comme ça, et ça va de soi. Parfois, ça arrive qu'un cœur fait une systole supplémentaire, qui n'est pas réglée par le système cardio-nectaire du cœur, qui ne répond pas au sinus atrial, alors le pacemaker du cœur. C'est une extra-systole. Après ce battement ectopique et ce battement irrégulier, le cœur va prendre une petite pause. Et c'est cette pause qui donne la sensation d'un battement qui manque, ou là du cœur qui saute un battement. Le plus souvent, c'est bénin. Ça arrive. Alors, j'ai devant moi un ECG, la bête noire. Alors, sur le ECG, je peux voir les battements de mon cœur. C'est des battements qui sont semblables, qui sont identiques. Puis j'arrive là, et il y a quelque chose qui ne va pas. Ces deux complexes-là ne ressemblent pas au complexe qui les suit, ni au complexe qui les précède. Ce sont des extrasystoles. Et dans ce cas, c'est des extrasystoles ventriculaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail comment faire la différence entre la ventriculaire et l'auriculaire. Il faut juste comprendre le principe. Que j'ai un cœur qui bat normalement, et puis il fait une extrasystole. Là, j'ai deux extrasystoles successives, suivies d'une période de pause. Voilà la pause. Rien ne se passe. Après, on a la troisième situation, c'est les arythmies permanentes. Leur début est souvent brutal et ils durent quelques minutes. Alors pour les arythmies permanentes, c'est là qu'il faut rechercher une cause sous-jacente, c'est là qu'il faut craindre. Donc, ils peuvent être dus à une cardiopathie ischémique sous-jacente. C'est quoi la cardiopathie ischémique? C'est l'insuffisance coronarienne, c'est l'IDM. C'est la même chose. Parmi ces arythmies, on a la fibrillation auriculaire. Alors, pour la fibrillation auriculaire, donc pour bien comprendre cette notion, voici un cœur qui se contracte normalement. Le cœur se contracte en diastole puis en systole. Ça, on le sait. La diastole correspond à la phase du remplissage des ventricules et en même temps à la systole auriculaire. Et donc, on a un remplissage du ventricule à partir du sang présent dans les oreillettes. Et à la fin de la diastole, on assiste à une petite contraction auriculaire pour dégager le reste du sang. Et puis la systole, c'est la contraction ventriculaire qui va éjecter le sang des ventricules vers l'aorte et l'artère pulmonaire. Alors pour la fibrillation auriculaire, c'est cette systole auriculaire qui n'est plus efficace. Alors, prenons comme exemple ma main étant l'oreillette. Voilà la contraction normale de l'oreillette. Et pour la fibrillation, voilà ce qui se passe. Le tissu auriculaire est en train de trémuler et de faire des mini-contractions qui ne sont pas efficaces. Et donc le sang stagne plus ou moins au niveau des oreillettes et ce qui sera responsable après toute complication thromboembolique. Après le deuxième exemple, l'autre exemple d'arythmie, on a la tachycardie de Boveri, qui est une tachycardie régulière. Donc c'est juste un cœur qui bat à une fréquence accélérée. Ça touche surtout la femme jeune et est souvent accompagné par un malaise lipotymique. Je vais expliquer dans un instant la différence entre les syncopes et les hypothymies. Après, on a la tachycardie ventriculaire. La tachycardie ventriculaire, c'est une situation beaucoup plus sérieuse. Pourquoi? Parce que le cœur échappe au contrôle du nœud sino-atrial.
et c'est une tachycardie aux dépens des ventricules. C'est le ventricule qui se contracte. Vous vous rappelez de l'aspect de cellules de tout à l'heure? C'était comme ça, avec des petits complexes QRS correspondant à la contraction ventriculaire. Et voici à quoi ressemble le tracé d'une tachy ventriculaire. Ça n'a rien à voir. On voit qu'il y a plusieurs contractions de même amplitude et de même durée, et qu'il n'y a plus de pause, il n'y a plus d'onde de P, il n'y a plus de systole auriculaire, il n'y a plus de diastole, rien du tout. Il n'y a que de la contraction ventriculaire. Alors la tachy ventriculaire, c'est une situation beaucoup plus sérieuse, parce qu'elle est moins tolérée cliniquement, et peut être responsable de choc, et voire même un décès. Donc la tachy ventriculaire, elle est vraiment une situation très sérieuse. Après, on passe aux syncopes. Et pour les syncopes, c'est quoi la syncope? Déjà, la syncope, c'est une perte de connaissance brève où le patient perd totalement conscience. Il ne se rappelle pas de ce qui lui était arrivé. Il n'entend rien. Il ne communique pas. Il est out, complètement out, et puis suivi par une reprise de conscience normale. C'est là où se trouve la différence avec la lipothymie, parce que la lipothymie, c'est une diminution de l'état de vigilance, de l'état de veille. Donc c'est un patient qui est toujours conscient, il arrive à entendre ce qui arrive à côté de lui, mais il sent un malaise. Donc c'est ça la lipothymie. La syncope, c'est un signe sérieux, surtout quand il s'agit de syncopes de cause vasculaire et de cause cardiaque, surtout la cardiaque. Donc, pour les syncopes de cause vasculaire, la première cause, c'est l'hypotension orthostatique. C'est quoi l'hypotension orthostatique? C'est quand vous êtes couché et vous vous tenez debout rapidement et brutalement, il y a une baisse brutale de la pression artérielle. C'est ça l'hypotension orthostatique, donc en position debout, une baisse de le débit cérébral, d'où la syncope. Puis on a la syncope vasovagale. Donc pour le symptôme vasovagal, c'est la cause la plus fréquente. Elle est due à un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système sympathique et parasympathique. Elle a un début qui est progressif avec des prodromes, donc des nausées, des bourdonnements d'oreilles, une sensation de malaise. Et c'est favorisé par une atmosphère confinée, surchauffée, et même elle est favorisée par l'émotion. Le retour à la normale se fait progressivement et elle sent souvent d'allure bénigne. L'insuffisance vertébro-basilaire, c'est tout simplement comme le principe de l'insuffisance coronarienne. C'est un déséquilibre, cette fois, qui règne au niveau des structures vertébro-basilaires pour réunir tous les centres de contrôle de la fonction cardiaque et de la fonction respiratoire. Après, on a l'hypersensibilité des sinus carotidiens. On sait tous que la carotide commune provient de l'aorte ascendante à gauche et du TABC à droite, puis elle se divise en carotide externe et en carotide interne. Dans cette division, il y a un glomus carotidien qui contient des barorécepteurs. Barorécepteurs, ça veut dire que c'est des récepteurs qui sont sensibles aux modifications de la tension artérielle. Donc, si les barorécepteurs sont surstimulés, ça veut dire qu'il y a un état d'hyperpression sur ces barorécepteurs. Ils envoient des messages négatifs, des signaux inhibiteurs par le centre nerveux autonome responsable de la régulation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Il va faire baisser les deux. Normalement, les glomus carotidiens ne sont pas sensibles aux variations légères de pression, mais c'est surtout en cas d'hypertension menaçante. Il y a des gens qui ont une hypersensibilité au niveau de ces sinus, et donc l'appui sur ce sinus, si on appuie sur la carotide, sur la portion où la carotide se divise, et donc sur le sinus, c'est comme si on applique une hyperpression sur celui-ci, et il va déclencher son signal inhibiteur, et il va faire baisser la fréquence cardiaque et la tension artérielle, voire même donner une asystolie de quelques secondes. C'est quoi l'asystolie? C'est un arrêt cardiaque. Mais ils seront récupérés spontanément. Alors, après on a les causes cardiaques, c'est les syncopes de Stock-Adams, et ce sont les causes les plus sérieuses. Les troubles du rythme, c'est un signe d'alarme. Si on a un patient avec des troubles du rythme qui fait des syncopes, c'est vraiment un signe d'alarme.
Mais je veux que vous vous rappelez surtout les troubles de conduction, le BAV, le bloc auriculo-ventriculaire. Parce que nous, aux urgences, quand on reçoit un patient qui est bradycarde, qui a une fréquence cardiaque diminuée, un cœur qui est ralenti, et qu'on fait un ECG, et qu'on trouve un bloc auriculo-ventriculaire, notre prise en charge et notre traitement varie selon la situation. Est-ce que c'est un BAV syncopal ou non syncopal? Si c'est un BAV syncopal, c'est une grande urgence et il faut la traiter en urgence par une montée de sonde électrique. Si c'est un BAV non syncopal, ce que ça peut attendre, c'est un BAV probablement de bas degré et qu'on peut le traiter un peu plus chronique, un peu plus à froid. Donc la notion de syncope dans les troubles de conduction est très importante. Le rétrécissement aortique et le rétrécissement mitral. Par quel mécanisme? Tout simplement le rétrécissement aortique, alors la sténose aortique que j'avais expliqué, qui est le défaut d'ouverture de la valve aortique, fait que le volume du sang en aval de la valve aortique sera diminué parce que la valve ne s'ouvre pas bien. Et donc le volume du sang qui arrive au cerveau, donc au débit cérébral, sera diminué également, qui pourra être responsable de syncope. Le rétrécissement mitral, c'est la sténose de la valve mitrale. Ça veut dire que c'est la valve mitrale qui ne s'ouvre pas bien. Et ça veut dire quoi? C'est un cœur qui ne se remplit pas bien. Donc le sang reste au niveau des oreillettes et peu de sang passe au niveau du ventricule. Et donc peu de sang passe vers l'aorte. Et par conséquent, le débit cérébral sera diminué également, ce qui sera responsable d'une syncope. Pour comprendre ce truc du débit cérébral, parce que c'est quoi la syncope? La syncope, c'est une baisse du débit cérébral. Et donc, c'est une situation d'anoxie cérébrale, d'hypoxie cérébrale. Et le corps réagit à cette situation en éteignant toutes les fonctions non nécessaires à la vie. Parmi d'autres, la conscience. Donc, votre cerveau va consacrer tout son glucose et toute son énergie vers le maintien des fonctions vitales, donc la respiration et la circulation sanguine, également pour le contrôle des muscles pharyngés et laryngés. Donc ça, c'est des trucs vitaux. Par contre, la conscience, c'est pas vital. Donc, il sacrifie la conscience pour préserver les autres fonctions. C'est ça la syncope. Après, quand le débit redevient normal, le cerveau peut reprendre ses fonctions normalement et il peut réactiver toutes les autres fonctions qu'il a désactivées. Les causes neurologiques, c'est surtout les crises épileptiques. Donc, surtout les épilepsies généralisées. Les crises épileptiques généralisées sont responsables d'une perte de conscience post-critique. Après la crise, les causes métaboliques, c'est très important, l'hypoglycémie et l'hypocalcémie surtout. L'hypoglycémie, c'est une des urgences les plus banales et les plus dangereuses. Parce que vraiment, on peut avoir un patient avec une glycémie de 0,2. Alors, la normale, c'est entre 0,8, 0,7 jusqu'à 1,06. On tolère 0,7. Donc, on peut avoir un patient avec une glycémie de 0,2 et qui est bien portant et qui est tranquille. Comme on peut avoir un patient avec 0,6 de glycémie qui fait un coma. Donc, l'hypoglycémie, c'est un truc très labile et il peut dégrader la conscience d'un patient très rapidement. Le traitement est très simple, c'est de lui donner du sucre. C'est de l'eau sucrée. L'hypocalcémie également, elle sera responsable de troubles de conscience et de syncope. Et on aura d'autres signes d'hypocalcémie associés, à savoir les crises de tétanie, le signe de Gostek, le signe de Trousseau. Vous pouvez rechercher ça. Après, c'est pas grave. Les causes psychiatriques et les causes toxiques, c'est pas grand chose. Les causes toxiques, c'est surtout les intoxications aux médicaments, la benzodiazépine ou similaires. Je vais finir en parlant brièvement sur la régulation nerveuse du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Donc, le rythme cardiaque et la pression artérielle sont soumis de façon permanente à un contrôle. Ce contrôle-là, comment il marche? Dépendant de l'état de mon corps et de ses besoins, est-ce qu'elle a besoin d'une fonction cardiaque accélérée ou d'une fonction cardiaque ralentie? Il va recruter ces deux systèmes, le système parasympathique et le système sympathique. Donc, si j'ai un cœur qui a une activité ralentie avec une hypotension artérielle, par exemple, j'aurai besoin d'activer le système qui va faire monter cette fréquence cardiaque, qui va faire monter la pression artérielle, et c'est le système sympathique.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du comment, c'est la vasoconstriction, c'est l'augmentation de la contractilité, oui. Mais il faut juste savoir que c'est le système sympathique qui accélère le cœur, donc qui augmente la fréquence cardiaque et qui augmente la pression artérielle. Et au cas inverse, si j'ai une hyperactivité cardiaque et une hyperpression artérielle et je vais les baisser, je vais activer le système parasympathique et inhiber le système sympathique. Comme ça, je garde un équilibre permanent et mes fonctions sont contrôlées de façon permanente. Donc, en gros, c'est ça. Si je veux simplifier les choses, ce sera ça. J'espère que ça a été utile, que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se voit à la prochaine.